La Maison-Blanche ferme ses portes à la presse en pleine crise. Version officielle, une question de sécurité, sauf qu'il y a un détail qu'on ne vous a pas dit. Depuis quelques jours, plus aucun journaliste n'a accès à Donald Trump. Pas de briefing, pas de questions, pas de contact. Officiellement, on vous dira que c'est une précaution après une alerte sécuritaire, mais ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que la menace elle-même vient d'être remise en cause par les services de renseignement américains et que pendant que ce mensonge se dégonfle en coulisses, 3 autres crises explosent en même temps sans que personne n'en parle. Un déficit budgétaire record, une flotte de drones militaires décimée et des porte-avions américains dans un état que le Pentagone refuse d'admettre. Ce n'est pas juste une histoire de sécurité présidentielle, c'est un problème de gouvernance par la dissimulation. Un homme qui ferme la porte au moment précis où 4 dossiers embarrassants convergent, ce n'est pas de la prudence, c'est un réflexe. Alors on va faire ça en 3 temps. D'abord, ce qui s'est vraiment passé sur ce fameux vol depuis la Turquie et pourquoi la CIA elle-même n'y croit pas. Ensuite, le vrai prix de la guerre qu'on nous a vendu comme nécessaire à cause de cette menace. Et enfin, ce que Washington espère que vous ne remarquerez pas pendant que tout ça se déroule. Restez jusqu'au bout, parce que le chiffre qui ferme cette vidéo, c'est celui qui explique pourquoi cette histoire n'a rien d'un accident de communication. Revenons au 8 juillet 2026. Donald Trump quitte le sommet de l'OTAN à Ankara. Selon le Washington Post et le Daily Beast, quelqu'un prévient l'entourage présidentiel d'une menace d'assassinat visant l'avion présidentiel attribué à l'Iran. Ce qui se passe ensuite ressemble à une scène de film qu'on n'ose même pas inventer. Trump ne monte pas dans Air Force One. Il est discrètement conduit vers un camion de restauration, celui qui ravitaille normalement les avions en nourriture, et transféré vers un second appareil, plus petit, un C-32A, avec 2 ou 3 personnes de confiance, Nathalie Harp, Dan Scavino, Walt Nauta. Et voilà où ça devient intéressant. Pendant que le président fuit en camion traiteur, qui reste sur l'avion officiellement menacé, le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller Stephen Miller, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, 3 des figures les plus importantes de son administration laissées sur l'appareil qu'on venait de désigner comme cible. Si la menace était vraiment sérieuse au point de justifier une extraction en camion traiteur, pourquoi laisser 3 membres du cabinet dessus? Attendez. Parce que la réponse à cette question, elle est déjà dans les documents qui ont fuité depuis. D'après le Washington Post et le Times of Israel, la CIA a examiné le renseignement fourni par Israël sur cette menace iranienne et l'a classé à faible confiance. En clair, l'agence qui est censée protéger le président n'a jamais cru à l'histoire qu'on lui a servie. Des officiels turcs cités par Middle East Eye vont plus loin. Ils pensent que ce renseignement a été fabriqué pour torpiller les négociations en cours entre Washington et Téhéran et pour compliquer le rapprochement entre Trump et le président turc Erdogan. Un ancien responsable américain cité dans cette même reportage dit que ça correspond à un schéma plus large de renseignement israélien conçu pour influencer les décisions présidentielles. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est qu'une querelle d'espions entre alliés, une erreur de communication classique en temps de guerre. Sauf que non, parce que cette fausse alerte n'est pas restée sans conséquence. Elle a servi de justification, ou du moins de toile de fond, à la reprise des hostilités américaines contre l'Iran. Une allégation de niveau 3, une évaluation encore contestée en interne, a suffi à faire basculer la politique étrangère d'une superpuissance vers un nouveau conflit armé. Le vrai problème commence ici. Ce sentiment que vous aviez, en voyant Trump refuser toute question depuis des jours que quelque chose ne collait pas dans le récit officiel, ce sentiment était fondé. Ce n'était pas de la paranoïa. La CIA elle-même doute de l'histoire qu'on vous a vendue. Le mensonge qui a relancé une guerre n'avait même pas convaincu ses propres espions. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que la vraie question, c'est pas de savoir qui a menti sur un avion. C'est de savoir ce que cette guerre relancée coûte réellement et qui paie la facture pendant que la Maison-Blanche garde ses portes closes. D'après le Washington Post, publié le 13 août 2026 et sourcé auprès de 3 officiels américains, l'armée américaine a perdu au moins 45 drones MQ-9 Reaper depuis la reprise du conflit avec l'Iran, soit environ un quart de sa flotte totale, qui comptait environ 185 appareils avant la guerre. Chaque Reaper coûte jusqu'à 50 millions de dollars. Le coût potentiel cumulé de ces pertes dépasse 3 milliards de dollars. Selon le même article, aucun des 20 Reapers du corps des marines, déployés surtout en Asie-Pacifique, n'a été perdu
ce sont bien les appareils engagés autour du détroit d'Ormuz qui tombent parce qu'ils volent lentement et bas et deviennent des cibles faciles pour l'Iran et ses relais. Regardez bien ça, un drone Reaper coûte des dizaines de millions de dollars. Un missile ou un drone iranien qui le menace coûte, selon les estimations avancées dans la couverture de cette guerre, entre 100 et 200 000 dollars. On envoie une machine à 50 millions affronter une menace à 200 000. Ça, c'est un rapport coût-efficacité qui ferait virer n'importe quel comptable au rouge. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce qu'à chaque fois qu'un intercepteur PAC-3 Patriot est utilisé pour abattre un projectile iranien, il en faut généralement 2 tirés pour être sûr d'atteindre la cible. Chaque PAC-3 coûte environ 4, 1 million de dollars pièce. Faites le calcul. 2 intercepteurs à 4, 1 million, ça fait plus de 8 millions de dollars dépensés pour neutraliser un engin qui lui coûtait une fraction de ce montant. Et malgré cette débauche de moyens, l'Iran a diffusé ses propres images satellites montrant que certaines de ses frappes ont quand même touché leur cible. La base aérienne d'Al-Dafra, une raffinerie, un centre de données à Bahreïn, une usine d'aluminium américaine. Les intercepteurs n'ont pas toujours fonctionné parce que l'Iran a fait évoluer sa technologie balistique plus vite que prévu. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que la sécurité présidentielle passe avant la transparence en temps de guerre réelle et qu'un service secret qui change un plan de vol face à une menace, même incertaine, fait simplement son travail par excès de prudence. C'est un argument qui tient debout. Aucun agent des services secrets ne veut être celui qui a laissé filer un renseignement, même douteux, sans réagir. Mais ce n'est pas ce qui est reproché ici. Le problème, ce n'est pas d'avoir changé d'avion par précaution. C'est que la Maison-Blanche a laissé un narratif de guerre s'installer sur la base d'un renseignement que sa propre agence de renseignement juge peu fiable et qu'elle a ensuite étendu ce même réflexe de silence à des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec la sécurité nationale. Le budget fédéral, l'état des porte-avions, les conditions de vie des militaires. Un vrai motif de sécurité protège des informations sensibles. Il ne sert pas à éviter des questions sur le prix du homard au Pentagone. Parce que pendant que tout ça se joue, le département du Trésor a publié ses chiffres pour juillet 2026 et ils sont sans appel. Le déficit budgétaire du mois s'élève à 432,2 milliards de dollars, un record absolu pour un mois de juillet, en hausse de 48% par rapport à juillet 2025. Les intérêts sur la dette fédérale, à eux seuls, ont grimpé de 26 milliards de dollars en un an pour atteindre 118 milliards sur le seul mois de juillet. Sur l'ensemble de l'année fiscale, la facture des intérêts dépasse désormais 17 billions de dollars. Pour donner une image que l'oreille retient, ce montant dépasse à la fois le budget total de la défense nationale et celui de Medicare, le programme de santé pour les seniors. En clair, les États-Unis paient aujourd'hui plus cher pour rembourser leurs créanciers que pour soigner leurs personnes âgées ou financer l'ensemble de leur armée. C'est bien plus grave que ce que l'appellation faucon budgétaire laisse imaginer. Ce ne sont pas des conservateurs fiscaux prudents. Ce sont les gestionnaires du plus grand déficit mensuel de juillet de l'histoire du pays. Ce n'est pas un accident comptable, c'est un schéma. Il a fait faillite avec 3 casinos côte à côte à Atlantic City dans les années 90 et aujourd'hui, son administration gère le budget fédéral de la première puissance mondiale. Ça inspire confiance, franchement. Si un doute vous a traversé l'esprit en entendant parler de responsabilité fiscale pour décrire cette équipe, ce doute avait de bonnes raisons d'exister. Les chiffres du Trésor ne mentent pas, eux, même quand tout le reste autour d'eux semble conçu pour brouiller la lecture. Et pendant ce temps, sur le terrain, à des milliers de kilomètres de Washington, les hommes et femmes envoyés sur ces porte-avions vivent une réalité qui contredit tout ce que Pete Hegseth déclare en public. Il a rejeté publiquement les reportages sur la dégradation des conditions à bord, affirmant que nos marins n'ont jamais été aussi bien traités. Ce que rapportent Military Times et Stars and Stripes, d'après des témoignages de familles et de militaires, dresse un tableau différent, des toilettes hors service, des douches qui ne fonctionnent pas, des rations insuffisantes, des marins qui perdent parfois 20, 30 kilos pendant des déploiements interminables. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et pourtant, Hegseth vend depuis des mois une image de discipline et d'efficacité qui ne correspond à rien de ce que documentent les journalistes spécialisés dans les affaires militaires. Parce qu'au même moment, selon des rapports d'inspection cités par plusieurs médias, le Pentagone, sous sa direction, a dépensé environ 6-9 millions de dollars en queue de homard, plus de 15 millions en entrecôte.
et environ 225, 6 millions de dollars en mobilier, incluant des chaises de bureau haut de gamme et un piano à queue Steinway pour la résidence d'un chef d'état-major de l'Air Force, le tout concentré sur un seul mois de dépenses en fin d'année fiscale. Pendant que des marins comptent les jours avant de pouvoir rentrer chez eux avec des douches qui ne coulent pas. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver aux gros titres des grandes chaînes conservatrices. C'est pas un oubli éditorial, c'est un choix, répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Ils ont dépensé jusqu'à 8 millions de dollars pour abattre un drone qui en coûtait 200 000. Et ils appellent ça de la maîtrise budgétaire. Juste une seconde, parce qu'il y a un autre passage cette semaine qui mérite qu'on s'y attarde. Le secrétaire au transport Sean Duffy, en déplacement dans le Michigan, s'est fait interpeller par des habitants sur la hausse du prix de l'essence, environ $1 de plus par gallon qu'il y a un an, et sur le coût désormais inaccessible des billets d'avion pour beaucoup de familles. Sa réponse, presque mot pour mot, c'est la faute de l'inflation laissée par l'administration précédente. Un gouvernement en poste depuis plus d'1 an et demi qui explique encore ses propres chiffres par l'équipe sortie du pouvoir, ça commence à ressembler moins à une explication qu'à une habitude. C'est un peu le loup qui criait au loup. À force de désigner le même bouc émissaire pour chaque mauvaise nouvelle, même les explications qui seraient légitimes finissent par sonner creux. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte. Ce n'est pas un ministre isolé qui improvise une excuse, c'est une administration entière qui répète la même ligne de défense, du porte-parole du Pentagone jusqu'au secrétaire au transport, pendant que le président, lui, refuse de répondre à une seule question directe. Revenons à la question du départ. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi la Maison-Blanche a fermé sa porte à la presse. Vous repartez avec la preuve que cette fermeture n'était que la partie visible d'un système qui protège en réalité 3 mensonges à la fois. Un mensonge sur une menace fabriquée, un mensonge sur le coût réel d'une guerre relancée sur cette base fragile, et un mensonge sur les conditions de vie des soldats qu'on envoie payer la note. C'est pas une coïncidence de calendrier que ces 3 dossiers explosent en même temps. C'est ce qui arrive quand un gouvernement gère l'information comme une opération de communication plutôt que comme une obligation démocratique. Et il y a un dernier détail qui mérite qu'on s'y arrête une seconde, parce qu'il éclaire tout le reste. Robert F. Kennedy Jr., dans une interview publique, a expliqué que Donald Trump évite volontairement la nourriture locale quand il voyage à l'étranger, par peur d'être empoisonné, préférant les chaînes de restauration rapide qu'il connaît. Selon Dana White, qui le côtoie depuis plus de 25 ans, Trump ne boirait quasiment jamais d'eau, uniquement du soda light. Ce sont des détails presque comiques, mais ils dessinent le portrait d'un homme qui gère sa sécurité personnelle avec une prudence extrême, pendant que ses services gèrent l'information nationale avec l'exact inverse, 0 prudence, 0 vérification, et une confiance aveugle dans des renseignements que sa propre CIA qualifie de peu fiables. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement cette guerre relancée sur un renseignement douteux, c'est la structure entière qui permet ça. Un exécutif qui ferme la porte aux questions dès que plusieurs dossiers embarrassants se percutent, un allié étranger accusé d'avoir manipulé le processus décisionnel américain, et une administration qui préfère dépenser des millions en mobilier de bureau plutôt que de réparer les douches d'un porte-avions. Et rien ne dit que ça s'arrête là. D'autres théâtres s'ouvrent déjà et l'administration Trump n'en pilote plus aucun. Elle les regarde se dérouler. Vladimir Poutine s'est rendu le 13 août 2026 pour la toute première fois sur l'île d'Iturup, dans l'archipel des Kouriles que le Japon revendique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir supervisé des exercices navals russes dans le Pacifique. Il a visité une usine de transformation de poissons, un hôpital, une école, avant que Tokyo ne dépose une protestation officielle. Au même moment, Taïwan a mené des exercices grandeur nature simulant une attaque chinoise sur ses infrastructures de communication, ralentissant volontairement les réseaux mobiles de l'île, envoyant des millions de personnes vers des abris, et transformant ses gardes-côtes en forces militaires d'appoint équipées de missiles antinavires. Et pendant ce temps, un ministre israélien affirme publiquement, dans plusieurs interviews récentes, que la Syrie sera Gaza au superlatif, le prochain conflit, sans aucune ambiguïté dans le ton. C'est un peu le cheval de Troie inversé. Ce n'est pas la menace qui entre par une porte ouverte, c'est l'attention de Washington qui sort par toutes les portes en même temps.
pendant que la Maison-Blanche ferme la sienne aux journalistes. Et ce sont toujours les mêmes, les militaires sur le terrain, les contribuables qui financent des intercepteurs à 4 millions de dollars, qui encaissent pendant que le discours officiel, lui, ne change pas d'un mot. Tout va bien, nos soldats n'ont jamais été aussi bien traités, faites-nous confiance. Vous voulez savoir ce qui se passe quand cette guerre s'étend encore, ou quand le prochain rapport du Pentagone sortira sur l'état réel des porte-avions ? Restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite, parce que ce n'est clairement pas terminé.